Quatrième conférence, nous commencerons aujourd'hui par un examen plus détaillé des centres. Voici le diagramme des centres. La tête, le centre intellectuel, la poitrine, le centre émotionnel et le bas du coffre et du dos, du moteur et du centre instinctif. Ce diagramme montre l'homme comme un pied de profil, regardant vers la gauche et indique la position respective des centres de manière très schématique. En fait, chaque centre occupe tout le corps et pénètre, pour ainsi dire, dans tout l'organisme. En même temps, chaque centre a ce qu'on appelle son centre de gravité. Le centre de gravité du centre intellectuel est dans le cerveau. Le centre de gravité du centre émotionnel se trouve dans le plexus solaire. Les centres de gravité du centre moteur et du centre instinctif sont dans la moelle du bras. Il est nécessaire de comprendre que, dans l'état actuel de nos connaissances, nous n'avons aucun moyen de vérifier cette ascension, principalement parce que chaque centre possède de nombreuses propriétés qui restent ignorées par la science moderne, même dans le plan anatomique. Cela peut sembler étrange, mais le fait est que l'anatomie du corps humain est loin d'être une science complète. Ainsi, comme les centres sont inaccessibles, leur étude devrait commencer par observer leurs fonctions, qui offrent entièrement nos recherches. C'est une façon de procéder à chaque habituel. Dans différentes sciences, physique, chimie, astronomie et physiologie, lorsque nous ne pouvons pas atteindre les faits, objets ou sujets que nous voulons étudier, nous devons commencer par étudier leurs résultats ou traces. Dans le cas présent, nous occuperons les fonctions même des centres, afin que tout ce que nous avons établi sur les fonctions puisse s'appliquer aux centres. Les centres ont de nombreux points communs, mais en même temps, chaque centre a des caractéristiques particulières que nous ne devrions jamais perdre de vue. L'un des principes les plus importants à comprendre est la grande différence qui existe entre les vitesses des centres, c'est-à-dire entre les vitesses respectives de leurs fonctions. Le plus lent est le centre intellectuel. Ensuite, bien que plus rapide, vient le centre et le moteur instinctif, qui sont à peu près la même vitesse. Le plus rapide de tous est le centre émotionnel, et pourtant, dans le sommeil éveillé, ne fonctionne que très rarement avec une vitesse proche de sa vitesse réelle. Fonctionne généralement avec la vitesse des centres instinctifs et moteurs. L'observation peut nous aider à trouver une grande différence dans la vitesse des fonctions, mais il ne peut pas nous donner des nombres exacts. En fait, comme je viens de le dire, nous ne pouvons pas, avec nos moyens ordinaires, calculer la différence de vitesse des centres, mais s'ils nous disent lequel peut trouver de nombreux faits qui confirmeront, sinon des nombres exacts, au moins l'existence d'une énorme différence. Avant les chiffres, je veux vous parler des observations ordinaires qui peuvent être faites sans aucune connaissance particulière. Essayez, par exemple, de comparer la vitesse des processus mentaux avec celui des fonctions motrices. Essayez de vous observer lorsque vous devez faire, simultanément, de nombreux mouvements rapides, en conduisant dans une voiture, une rue très congestionnée, au galop dans une mauvaise façon, ou en faisant tout autre travail qui nécessite un essai près et des réflexes instantanés. Et immédiatement qu'ils ne peuvent pas observer tous leurs mouvements, ils devront réduire leur vitesse ou laisser la plupart de leurs observations s'échapper. Sinon, ils risqueront un accident. Et cela se produira probablement. S'ils persistent à s'observer, nous pourrions multiplier de telles conclusions particulières à propos du centre émotionnel, qui est encore plus rapide. Nous avons tous fait de telles observations sur la différence dans la vitesse des fonctions. Mais il est très rare que nous sachions comment reconnaître. Ce n'est que lorsque nous connaissons le principe que nous commençons à comprendre nos observations précédentes. Néanmoins, vous devez savoir que tous les chiffres liés à ces différentes vitesses sont connus par les écoles et démontrés par leur enseignement. Comme l'était plus tard, le rapport de vitesse des centres est exprimé par un nombre surprenant qui a une signification cosmique, c'est-à-dire qui entre de nombreux processus cosmiques, ou plutôt, qui les divise par les nombreux autres processus cosmiques. Ce nombre est de 30 000. C'est-à-dire que les centres moteurs et instinctifs sont 30 000 fois plus rapides que le centre intellectuel, et que le centre émotionnel,
lorsqu'il fonctionne à sa propre vitesse, est 30 000 fois plus rapide que le centre moteur et instinctif, il est difficile de croire qu'il y ait une telle différence entre les vitesses des fonctions du même organisme. En fait, cela signifie que chacun des nombreux centres a un temps complètement différent, le moteur et les centres instinctifs, à un temps 30. Pour approfondir notre développement de l'étude possible de l'homme, nous devons établir un point très important. Deux aspects doivent être développés chez l'homme. En d'autres termes, son développement doit être effectué simultanément en deux lignes. Ces deux aspects, ou ces deux lignes du développement de l'homme, sont la connaissance et l'être. J'ai déjà parlé de la nécessité du développement des connaissances et, surtout, des connaissances concernant elles-mêmes. Car l'un des traits les plus caractéristiques de l'état actuel de l'homme est qu'il n'est pas connu. En général, l'idée de différents niveaux de connaissance et l'idée de la relativité de la connaissance sont comprises. Le besoin de connaissances complètement nouvelles est comprise. Ce qui n'est pas compris, dans la plupart des cas, c'est l'idée que l'être est totalement différent de la connaissance. L'idée de la relativité de l'être n'est pas non plus la possibilité de différents niveaux d'être, ni la nécessité du développement de l'être, totalement indépendant de développement des connaissances. Un philosophe russe, Vladimir Soloviev, emploie le terme dans ses écrits. Il parle de l'être d'une pierre, de l'être d'une plante, de l'être d'un animal, de l'être d'un homme et de l'être divin. Il est mieux que le concept ordinaire, car, dans une compréhension commune, l'être d'un homme est considéré comme non pas différé, en aucun cas, l'être d'une pierre, d'une plante ou d'un animal. D'un point de vue commun, une pierre, une plante ou un animal sont ou existant exactement comme un homme est ou existe. En fait, ils existent d'une manière totalement différente, mais la division que fait Soloviev ne suffit pas. Il n'y a rien qui correspond à l'être d'un homme, car il y a trop de différences entre les hommes. J'ai déjà dit du point de vue de cet enseignement, le concept de l'homme. Il est divisé en 7 concepts. Man degré 1, homme. N degré 2, homme. N degré 3, homme. N degré 4, homme. N degré 5, homme. N degré 6 et homme N degré 7, ce qui équivaut à 7 degrés ou catégories d'être. Numéro 1 étant N degré 2, numéro 3 est donc affronté. Nous savons en outre des divisions plus subtiles. Nous savons que les hommes N degré 1 peuvent être très différents les uns des autres, et on peut en dire autant des hommes 2 et des paragraphes. 3. Ils peuvent vivre entièrement sous les influences, peut subir l'action des influences, ou B, et peut être plus soumise à des influences que les influences B numéro 4. Toutes ces catégories représentent différents niveaux d'être. L'idée d'être était dans le cœur même de la conception religieuse de l'homme, et toutes les autres classifications de l'homme étaient considérées comme peu importantes par rapport à cela. Les hommes étaient divisés d'un côté en incrédulité, infidèles ou hérétiques, et de l'autre, les vrais croyants, les justes, les saints, les prophètes, etc. Toutes ces définitions ne visaient pas les différences de point de vue et de conviction, c'est-à-dire ne pas savoir, mais pour être. Dans la pensée moderne, tout est ignoré sur l'idée d'être et des différents niveaux de l'être. Au contraire, on pense que plus il y a un homme, plus il peut être un homme plus brillant et plus intéressant. Il est généralement admis, bien que tacite, et parfois ouvertement, qu'un homme puisse vivre dans des mensonges, peut être égoïste, lâche, extravagant et pervers, sans l'empêcher d'être un grand sage, un grand philosophe ou un grand artiste. Bien sûr, c'est impossible. En effet, bien que cette incompatibilité des différentes traces d'un seul et même soit généralement considérée comme l'originalité, ce n'est qu'une faiblesse. Il n'est pas possible d'être un grand penseur ou un artiste avec un esprit pervers ou incohérent, car on ne peut pas être un boxeur professionnel ou un athlète de cirque tuberculeux. La diffusion de cette idée selon laquelle l'incohérence et la moralité seraient des signes d'originalité est responsable de nombreux cadanismes scientifiques, artistiques ou religieux de notre temps, et peut-être de tous les temps.
Dans un monde rempli de coupures, de vidéos courtes et de distractions, tu as choisi de rester ici et d'écouter jusqu'au bout. Cela en dit déjà long sur ta disposition à regarder plus en profondeur. Indique ta ville en commentaire et, si tu veux, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui n'a pas peur de réfléchir. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.